D'accord. Ah oui, alors juste, bon, c'est la transition à la transition. Donc, je vous invite à... C'est une bonne transition. À voir l'exposition organisée ici même par la Maison d'Amérique latine sur Debré. Ah bah, j'en dis deux mots et après je passe la parole à Désiré. Debré, c'est un peintre français qui a fait partie de la mission française qui est arrivée au Brésil en 1821, parce que le roi João VI, c'est ça, voulait reconstituer une cour, le roi du Portugal voulait reconstituer une cour digne de ce nom, hein, au Brésil, qui était chassé par les troupes de Napoléon qui arrivaient pour envahir le Portugal. Donc il a invité pas mal d'artistes, dont en particulier des peintres français. Et ce Debré, Jean-Baptiste Debré, qui est resté une dizaine d'années au Brésil, à Rio, a eu un œil vraiment pas tellement académique, plutôt d'ethnographie, si je puis dire. Il a peint beaucoup de choses qui ne sont pas habituelles, surtout pour l'époque, n'est-ce pas? Des choses comme ça, par exemple des espèces de masques qui vont dans la rue, dans le carnaval. Ça, c'est le bouquin qui est édité par la Maison d'Amérique latine, qui vaut 15 € à l'accueil. Des choses, voilà, des Indiens, des tas de choses qui ne sont pas du tout du... Bon, il a fait quelques portraits académiques, n'est-ce pas? Du roi, de sa cour, enfin, les passations de pouvoir avec le gouverneur, etc. Mais essentiellement, non. Essentiellement, c'est des scènes de rue, de la vie quotidienne. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est un Brésil, évidemment, qui a disparu. C'est un Brésil bien avant la photographie, n'est-ce pas? On est en 1831, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc là, c'est une scène des esclaves enchaînés qui vont acheter des choses, n'est-ce pas, aux marchands. Donc des scènes qui ont disparu, disons, de la circulation, si je puis dire. Voilà, donc des esclaves qui sont punis. Et puis du carnaval, parce que le carnaval était assez important à l'époque, non seulement en 1821, donc un carnaval traditionnel, hein, qui ensuite, celui qu'on connaît aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celui de... Ce bouquin a été édité par Actes Sud. Il est aussi, il n'est pas en vente ici, mais vous le trouvez, bon, il vaut relativement cher, 80 €. Mais c'est un bouquin qui a une somme en fait. Hein, d'accord, c'est une somme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Debré est arrivé sans préjugés en fait. Hein, parce que pour les Portugais, etc., les Blancs, les colons, les Indiens, c'est un peu des sous-hommes, hein, les nègres, tout ça, c'est des sous-hommes, des esclaves. Mais lui vient avec un... Il est animé par ce qu'on appelle l'exotisme, n'est-ce pas? Donc il vient sans préjugés, donc c'est pour ça qu'il photographie des Indiens, des situations qui ne sont pas à l'habitude dans les musées des Beaux-Arts. Et là vous avez donc une peinture d'un carnaval, donc où les hommes, n'est-ce pas, les femmes se mettent de la farine, disons, sur la figure, enfin, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Je signale juste que Actes Sud a fait exactement la même publication pour un grand peintre qui, pour moi, j'admire énormément, qui s'appelle Jérôme Bosch. Ce peintre, donc, flamand, n'est-ce pas, qui a fait des incroyables peintures, dont on se demande encore par quelle imagination il a pu voir ça, des choses qui n'étaient pas fréquentes, sinon voire inexistantes en Flandre à l'époque, n'est-ce pas? Et on se demande toujours pourquoi il n'a pas été brûlé vif sur la place, comme hérétique, parce que même s'il était croyant, tout ça, c'est quand même très surprenant, notamment la sexualité qui est très apparente, des corps nus, enfin, nous sommes quand même en 1400 quelque chose. Donc Actes Sud a édité, suite à une exposition qui a lieu en Flandre, en Hollande, à peu près le même bouquin que ça, enfin, en termes éditorial, qui vaut autour de 80 € sur l'ensemble des peintures de Jérôme Bosch, que je recommande très vivement, sinon d'acheter, des moins de consulter, etc. Il y a aussi un film, je voulais vous signaler, qui est en train de sortir, qui est sorti, que j'ai vu, qui se joue Le Minor, l'ex-cinéma latina, rue du Temple, n'est-ce pas? Tu l'as vu, Oscar? Non. Bon, c'est pas un film extraordinaire, c'est des commentaires, en fait. C'est fait par un Espagnol, c'est des commentaires sur les tableaux de Jérôme Bosch, en particulier le Jardin des Délices, qui est un triptyque très connu, qui sont au musée du Prado, n'est-ce pas? Bon, je vous le dis parce que je l'ai vu, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir, hein, c'est moyen parce que c'est moyen. L'avantage, c'est quand même de voir des gens qui parlent sur la peinture de Bosch et d'avoir des gros plans, des détails sur quelques-uns des triptyques de Bosch, quoi. Voilà ce que je veux dire. Et puis moi, je suis
un farouche partisan d'Actes Sud pour un tas de raisons, notamment parce que j'ai édité un bouquin sur le tango il y a beaucoup de temps maintenant, il y a beaucoup d'années, 16 ans, qui est archi épuisé malheureusement. Mais bon, mis à part ça, c'est quand même une maison d'édition tout à fait respectable, qui a édité nombre d'écrivains qui à l'époque n'étaient pas du tout connus, n'est-ce pas? Et qui après, quand ils sont devenus connus, sont passés chez des éditeurs peu prestigieux comme Gallimard, etc. Je pense à Zoé Valdès en particulier, l'écrivaine cubaine, qui Actes Sud a publié ces gens-là, personne ne les connaissait, ils arrivaient quasiment de Cuba, et certains, pas tous, sont partis ailleurs quand ils ont eu un peu de notoriété. Voilà. Donc je respecte beaucoup Actes Sud, et c'est vraiment magnifique. Ne ratez pas cette exposition donc, de Debré. Et voilà, donc la transition est toute faite, avec Désiré. Bonsoir. Alors, juste une remarque encore, il y a très peu de... Il y a des instruments, donc de lithographie d'instruments, mais très peu de danse, malheureusement. Oui. Donc ce soir, je vais vous parler de la danse. Je vais parler à haute voix des histoires qui me concernent directement. Ma mère est d'origine française et elle a fait l'école des beaux-arts et elle était formée à l'Opéra de Rio et par la suite, elle a suivi sa carrière de danseur, de danseuse. Je vais vous montrer, pour donner suite à M. Plisson, une iconographie des Jean Maurits Rougentals, qui c'était un peintre hollandais arrivé au Brésil, invité par Debré. Donc Rougentals, il est arrivé au Brésil par la mission de Dom Jean VI, et ces tableaux, depuis toute petite, je les regardais et je me posais beaucoup de questions sur les deux personnes au milieu, le couple des danseurs. Vous pouvez remarquer qu'ils ont des castagnettes. La configuration du placement, ils sont en ronde. Sûrement, ils sont bien dans une après-midi des fêtes. Et vous pouvez remarquer que cette danse, juste en dessous de l'image, c'est la danse de Landau. Cette danse, il y a plusieurs aspects de cette danse historique. Elle était d'abord dansée en couple, et par la suite, c'était une danse aussi des zapateados. Donc ne prenez pas tout à fait le terme Landau, parce qu'il peut avoir plusieurs significations. Mais dans ce cas de ces tableaux, j'imagine qu'il danse en fandangos. Donc l'influence peut-être espagnole déjà dans cette époque. L'influence française. Voilà, vous avez bien la castagnette. La castagnette, elle est présente dans la cour européenne, en France, depuis le XVIIIe siècle, par Louis XIV. Donc, dans la cour, on a des traités. Je vais vous montrer par la suite les traités. Donc, je vous présente un petit peu Joan Maurice Rougentals. Il était peintre, descendant d'une famille d'artistes. Il dessina dès son plus jeune âge et étudia auprès de son père, Joan Laurence Rougentals. Il voyagea au Brésil dès mars 1822. D'abord comme dessinateur de l'expédition Langdorff, puis à son propre compte. Il est revenu en Europe et publia un document très important qui est en complément du document que M. Plisson nous a montré. Il publia les voyages pittoresques au Brésil, un album de 100 planches lithographiques accompagné d'un texte chez Elgeman à Paris. Donc il est venu à Paris pour présenter son voyage. Par la suite, ce peintre il est très important parce qu'il a voyagé en Amérique latine, il était au Pérou, il était en Chili, il a continué son périple des voyages.
L'Elundu, c'est quelque chose, c'est une danse très importante, vous allez voir par la suite, dans notre culture, parce que l'Elundu, on a la machiche, une danse typiquement brésilienne. Vous allez voir la danse comme elle était à l'époque, l'Elundu. C'est la danse d'Elundu. Cette danse, elle était typiquement... après, elle a eu des influences de la machiche. Vous pouvez voir tous les mouvements du corps, du déhanché, bien sûr, d'origine du métissage africain au Brésil. C'est une danse très sensuelle qui, par la suite, va poser certaines interrogations. Il va changer les cours des histoires concernant la danse machiche. Donc l'Elundu, c'est une des danses qu'on retrouve dans la caractéristique de la machiche. Ici, c'est l'influence espagnole. Donc je vous dis, ça c'est une jacaraz qu'on retrouve, vous pouvez nous expliquer bien, Monsieur Pesson, sur l'origine de la jacaraz. On retrouve donc les castagnettes jouées vues dans les tableaux de Juan Moritz Rojantas. C'est mon professeur qui danse, Ana Yepes. Ana Yepes, fille du guitariste Narciso Yepes. Elle est spécialiste des danses dans l'Amérique du Sud. Donc avec son père, Narciso Yepes, on peut remarquer déjà dans l'Elundu, la musique également, l'influence de la castagnette. Donc dans l'Elundu, je vais vous parler d'autres... Donc Ana Yepes, elle enseigne la danse baroque espagnole selon les traités espagnols de Esquivel Navarro. Le discours sur l'art dansado, Séville, 1642. Les livres de la danse, les cahiers de Joseph de Poto et de Ferrand et de Pablo Manguet. Explication des dansards à la espagnole, 1737. Nous y apprenons les pas de danse et quelques variations des pavones avec Ana Yepes, des hakaras, on apprend ça aujourd'hui encore, elle enseigne à Paris. Donc la hakara, c'est la sœur de la sarabande. Et on voit des zapateados pour les canarios. Donc je retourne dans la mission artistique française au Brésil en 1808. Dom Pedro VI, il est arrivé au Brésil. Il a amené une... Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Don Jean VI. Don Juan VI, Don Jean VI. Il est arrivé au Brésil et il a créé cette mission artistique avec les Bretons qui étaient responsables. Voilà, donc je vous montre ici des aspects. La danse, elle était écrite. Je vous montre l'aspect français de la danse pour après revenir à l'aspect brésilien. La danse, elle était écrite, donc les contredanses, elle était figurée. Elle était écrite dans l'époque de Louis XIV. Et ça, c'est une écriture de danse de 1715. Il y a eu plusieurs écritures. Mais cette écriture, c'est une écriture des feuillets. Donc il y a eu d'autres écritures également. Je voulais vous donner un rapproche parce que la contredanse, elle était présente dans les danses des bals au Brésil de l'époque des Jean VI.
Donc les pas, ils sont très codifiés. On note des figures, et dans les Louis XIV, il créait des ballets. La contredanse, c'est une danse des vis-à-vis. Des vis-à-vis, ça c'est les termes français. Bien sûr, on va trouver la contredanse. La contredanse qui était également présente à l'époque de Louis XIV dans l'Europe et qui a inspiré Louis XIV pour créer cette méthode de notation. Donc vous voyez une contredanse qui s'appelle la Bourgogne. Donc les pas sont codifiés, les danseurs il est en bas et il a tous les dessins, les parcours, la trajectoire du danseur ainsi que la partition musicale. Vous allez voir que la contredanse, au fur et à mesure de mon intervention, que la contredanse est essentielle dans la culture brésilienne parce que c'est l'ancêtre de notre danse des salons d'aujourd'hui. Donc c'est qui a donné origine au quadrille, vous allez comprendre peu à peu. Et aussi, il a eu, dans les danses de bal brésiliennes, il a eu la machixe. La machixe, donc, c'est l'influence de la danse lundu, celle que je viens de vous montrer, avec les rythmes d'habanera, de la polka et du scottish. Donc, dans la configuration du bal des danses en France et au Brésil, on suit la tradition française. Voici comment c'était la contredanse avant, au XVIIIe siècle, dans l'époque de Louis XIV. C'est une contredanse faite, pas dans un théâtre, bien sûr, ça c'est une mise en scène, c'est une contredanse faite, comme on a vu au début de la conférence, dans les jardins du palais. Ça, c'est un pas de Rigaudon, donc c'est un pas de l'époque. Je vais vous figurer quelques pas de danse, de la contredanse. Alors, danse sociale importée d'Angleterre dans les dernières années du XVIIe siècle s'est substituée peu à peu aux danses des cours pour venir au fleuron des bals pendant près de 2 siècles, jusqu'au fameux quadrille de Lancier, encore dansé au XXe siècle. Les bals deviennent publics en 1715 grâce au régent qui, par la mise en place d'une ordonnance, autorise les bals publics à l'opéra, le temps du carnaval, puis à la comédie française. En 1684, l'apparition de la contredanse en France a joué un rôle dans l'histoire de la musique et de la danse des couples, un rôle considérable relevé par l'ouvrage essentiel de Jean-Michel Blücher. C'est un monsieur qui a écrit des livres concernant les contredanses dans toutes les époques. Et vous allez voir que la contredanse elle va changer beaucoup au 19e. Michel Blücher qui est toujours vivant, qui a presque 100 ans aujourd'hui. Et dont le fils aussi est les 3 enfants sont des danseurs et chercheurs en danse tout à fait importants. En particulier Yvon Blücher. Pour que vous compreniez un petit peu mon histoire, vous devez bien sûr comprendre un petit peu sur Louis XIV, dit roi soleil.
Il fut lui-même talentueux amateur de danse. Il pratiquait plusieurs heures par jour. Son nom de roi soleil lui viendrait du rôle du soleil qu'à 15 ans, il avait tenu dans les ballets de la nuit, en 1653. Plus tard, il a créé l'Académie royale des danses en 1661 et l'Académie royale de musique en 1669. Les quatre danses venues d'Angleterre, les langouets, c'est une danse en ligne. Des nombreux couples, jusqu'à quarantaine, disposés sur 2 colonnes. Elle a été l'un des divertissements favoris de la haute société française du XVIIIe siècle et elle va voyager dans le monde entier et va arriver au Brésil au XIXe. Alors, ici c'est une image du quadrille brésilien dans les bals au XIXe siècle au Brésil. On rencontre ce type de danse dans les palais de Dom Pedro. Ici, c'est la contredanse française, donc dans les palais de Compiègne. Les mêmes figures sont arrivées au Brésil dans les danses des bals. Donc ça, c'est la danse de l'été. Les figures sont les mêmes jusqu'aujourd'hui. Et les termes utilisés dans les fêtes de la Saint-Jean au Brésil, ce sont les termes français. C'est extrêmement important. C'est le moment où cette nouvelle élite se retrouve pour discuter mariage, affaires, politique, diplomatie parfois. Et Napoléon III organise... Alors, vous voyez les tours des ronds, comment l'élite française, elle était prisée par la cour brésilienne. Donc, on a des descendants de la famille Orléans et Bragança au Brésil, les descendants directs du trône brésilien, ce sont les Orléans et Bragança. La princesse Isabelle, elle dansait ces danses dans les salons. Et cette danse était, la princesse Isabelle, la princesse Isabelle, Qui est-ce qui parle? c'est les reportages. La princesse Isabelle, elle a eu un maître à danser qui s'appelait Louis Lacombe. Louis Lacombe, c'était un Français arrivé dans la mission des Dom Jean VI au Brésil. Il était invité par la couronne pour enseigner aux bonnes familles de l'époque à Rio, dans les rues do Ouvidor, au centre de Rio. Louis Lacombe, donc, il était invité, il a introduit la contredanse dans les salons brésiliens. Par la suite, on va remarquer également la présence des Toussaint, maîtres à danser français. Donc les maîtres à danser, ils sont arrivés également avec les jésuites bien auparavant, mais dans les salons, c'était les maîtres à danser venus de l'Empire de Napoléon. Ici, c'est un lieu de bal qui s'appelle la Studentine. C'est un lieu de bal à Rio. Donc, vous allez commencer à rentrer dans la configuration des bals brésiliens. Donc, vous pouvez entendre la musique de choro et la danse de la machixe, qui c'était une danse des salons. La contredanse, la machixe, elles se sont rencontrées tous les temps au cours de nos événements des salons. Donc, les choros, il était il était joué pour la danse. Par la suite, il s'est détaché de la danse. Donc ici, vous pouvez remarquer bien les balles et les couples. La danse, elle était très proche. C'était une danse qui a été longtemps interdite au Brésil. Vous allez
voir un petit peu à la suite des événements pourquoi cette danse elle était interdite. Paulo Moura, à la clarinette. Avec une clarinette translucide, célèbre clarinette. Fibre de verre. Donc, ces mouvements de tour de taille, c'est le mouvement typique de la machiche. C'était une danse faite par le haut du corps. Un petit peu, ça change un petit peu par rapport à la samba, qui se danse par rapport au bas du corps. Donc on a l'explication parce que c'est les nombrils qui bougent. Et la machiche, c'est le haut du corps qui fait des circonférences. Voilà. Donc la musique et la danse, elles sont entrelacées. Ça, c'est... Vous pouvez mettre un petit peu de volume, s'il vous plaît. Eu acho que é uma coisa. A improvisação no choro, ela é muito diferente do conceito Donc l'improvisation que se dans les aplica na chants, música americana. A improvisação não é c'est da très fraca. différent de ce qui se fait Agora aux você tem États-Unis. toda a liberdade de fazer o quê? Não, a On improvisação a às toute vezes é la uma liberté variação. pour faire ce que Uma variação sutil e você vous volta pouvez pro tema improviser. La variation no elle est meio, subtile, tá? Quer dizer, a elle est improvisação e o entremêlée. tema ficam os dois misturados, como a gente diz lá, misturado, né? Ce serait Madeira qui joue. Ouais. Jacob de Mandolina. Jacob, c'est Ronaldo de Pandori. Silvério Pontes. Zé Paulo Becker, Marcelo Gonçalves. Da. Zé da Veia, au trombone. Le verre, je crois, il y a quelque temps. Jorginho du Pandeiro, à droite, le pandériste de Jacob. C'est un hommage à Jacob, non? C'est un bolé-bolé de Jacob. Alors, la machiche pour les ans. Ça, c'est une Quito. Quito, c'est un grand danseur de machiche qui a été enseigné Fred Astaire aux États-Unis pour la carioque. Donc, vous voyez que la danse, c'est une danse déjà très différente de celle d'avant. Voici les transformations de la danse également, comme de la musique plus tard. Donc la machiche, elle a eu plusieurs dérivations, dérivées.
La machiche pour les ans, c'est une danse afro-brésilienne développée par les Noirs de l'ethnie Chopi, originaire du Mozambique, où il y a une ville nommée Machiche. Pour les autres, la machiche peut être également un fruit. Le rythme de la machiche se révèle par des rencontres de cultures dérivées de la batuque, habanera, polka, lundu, donc le tableau que vous avez vu au début, et modinha. Modinha, c'est une musique portugaise du 18e. Le choro est une caractéristique de la musique accompagnant la danse machiche. À Rio de Janeiro, les rythmes ressurgissent sur des formes nouvelles, surtout après 1870, à l'occasion des bals et fêtes populaires. Les danses du sud du Brésil, les milongas des gaúchos, arrivent dans les salons carioca. Ces styles musicaux, dont les rythmes se superposent, vont progressivement s'effondrer entre 1870 et 1920. La polka est arrivée à Rio dans les années 1840 et structurellement, les machiches est similaire à la polka. Cependant, les pas de polka sont petits pas chassés qu'on voit très légèrement avec des contretensions les côtés. Tout à l'heure, je peux vous montrer. La machiche est distinguée de la polka par son rythme et par les tempos rapides et une ligne basse forte sur le rythme des syncopes. On remarque également dans la machiche la présence de la habanera. La habanera, il s'agit d'une musique de ir et vuela. Musique de ir et vuela, c'est-à-dire aller-retour entre l'Europe et l'Amérique latine. La contredanse française fut ainsi exportée via Espagne, Cuba, où elle fut interprétée par des musiciens noirs locaux. Elle fut ensuite réexportée vers l'Espagne, où elle fut adoptée sous le nom de habanera. Monsieur Plesson, il est spécialiste de la musique, donc il peut nous expliquer très bien sur qu'est-ce que c'est la habanera. Cet article, c'est un article de Jean-Claude Serre. Au Brésil, Mário de Andrade dit que la machiche serait la synthèse du tango et de la habanera. La musique suit les pas de danse. Elle est apparue au gafieira, lieu que vous avez remarqué auparavant, terme utilisé pour désigner un lieu de bal, considéré un milieu non fréquentable par l'élite. La machiche est connue comme danse interdite et condamnée par l'Église. Ici, vous allez voir Henrique Álvares Mesquita. Henrique Álvares Mesquita, c'est un des précurseurs de la machiche dans l'époque de Dom João VI. Dom Jean VI. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Je rentre dans l'aspect musique, et ce monsieur, il était très important pour notre musique, et on ne les connaît plus. Moi, je les connais peu par rapport à ma génération. Donc, je vais vous raconter un petit peu sur lui. Je vais raconter un petit peu par cœur. Donc, Henrique Álvares Mesquita, il a créé La Nuit dans les Châteaux. Il est venu à Paris. Il a étudié au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a rencontré Chiquinha Gonzaga et c'était un des premiers à avoir utilisé le terme tango brasileiro, tango brésilien pour sa musique. Il a été dans les salons français, dans les salons français, et il a eu des compositions, des partitions. Il a composé des machiches, il a composé des quadrilles, des contredanses.
Il a composé donc l'opérette Nuit des Châteaux. Ici, il était spécialiste en rythme qui s'appelait Batouk. Donc, il s'est inspiré beaucoup de tous la diversification de la musique brésilienne. Et il a créé ses compositions en donnant des touches de la musique modinha, qui c'est une musique originaire du Portugal au XVIIIe. Il a influencé beaucoup de musiciens de choro, comme Ernesto Nazaré, plus tard. Alors, Chiquinha Gonzaga. Elle était fille d'esclaves. Sa mère était d'origine métisse. Son père, il était militaire. Donc, Chiquinha Gonzaga, elle a créé beaucoup de bouleversements dans la culture brésilienne parce qu'elle a joué une chanson qui était malpropre, on dit les termes, mais il n'était pas très convenable pour l'époque, pour l'élite brésilienne. Elle a joué les cortajacs, vous allez l'entendre tout à l'heure, qui plus tard, elle va l'appeler gaúcho. Dans ces balles au palais de Rio, toute l'élite brésilienne, elle était invitée, et la femme du premier président brésilien, Hermès da Fonseca, Nair de Tefé, a joué sa musique. La femme du président. Et cette musique, elle était très, très discutée, elle a eu une grosse polémique. Et après, la famille Hermès da Fonseca, les présidents, ils sont venus en France, quand il a quitté le pouvoir, il était président du Brésil, et donc quand il a quitté le pouvoir, il est revenu en France. Et Chiquinha Gonzaga, elle continue ses compositions de choro. Elle joue en œuvre qui s'appelle Atraente, qui c'est une œuvre très connue. Atraente, c'est un de ses premiers. Mais les cortajacs, elle a changé à chaque fois de nom, parce que comme la musique elle était interdite, donc voilà les modifications des noms, pourquoi les personnes elles modifient parfois les termes. Et elle donnait à l'intérieur une touche de la machixe, ces mélanges du lundu, de la habanera, de la polka. Et elle chantait, c'était une musique chantée. C'était une musique chantée, c'était une musique dansée. Donc elle a créé un des premiers opéras brésiliens. Et voilà, aujourd'hui vous pouvez trouver des documents. C'est une grande personnalité. C'était la première maestrine, la première chef d'orchestre brésilienne. Ça, c'est en début 19e. Voici sa musique, au cortejac, et quelques images de Rio dans l'époque. Henrique Álvares Mesquita, 1830-1906, est né à Rio. Formé par les compositeurs et violonistes français Desidério Darisson et par Charles-Juste Cavalier. Ils organisaient des orchestres de danse à la mode parisienne. Son expérience musicale avec la compagnie Lyrica française au théâtre San Francisco à Rio a contribué plus tard à ses compositions. En 1853, il s'associe avec son ami Antônio Luiz Moura et fonde le lycée de musique et copisteria musicale pour la vente des partitions musicales.
Ses compositions à modinha, o retrato, en 1854, la valse Saudades de Madame Charton et 1856, Olundu, Beijos de Frades, en 1856 également, entre autres œuvres. Il a composé l'opérette Nuit du Château, L'Étoile du Brésil et les fameux quadrilles Soirées brésiliennes. Le 2 juillet 1857, il est parti étudier au Conservatoire de Paris. Il a étudié l'harmonie avec François-Emmanuel Bazin, ancien élève de Jacques Fromental à Lévis. Il a lancé les premiers tangos brésiliens. Voici la Gavroche. C'est très étonnant parce que c'est joué par un militaire, alors que la musique elle était interdite à une époque. Voici les paradoxes de l'histoire. Gonzaga tinha composto 2 anos antes tango que era machixe. Chamava-se Gaúcho. O gaúcho. Voici les gaúchos. Brasileiro, Le rythme brésilien, Chiquinha Gonzaga, para Que Chiquinha aumentar Gonzaga. ainda mais a confusão, qui a écrit resolveu beaucoup de chamar confusion, de corta-jaca. et elle l'appelait Mas vocês Cortège. vont ver que na Mais vous allez interpretação voir de dans Eliette l'interprétation e da banda da d'Eliette Polícia Militar, et de la bande de la police militaire tem machixe. qu'il s'agit d'un vrai machiche. Essa dança boliçosa é tão gostosa que todos querem dançar, dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta-jaca assim, 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 bate com fé. Ai, ai, tem sentido bem. Ai, corta meu vizinho. Assim, assim, olé. Ai, Francisco Edviges Neves Gonzaga, appelé plus couramment Chiquinha Gonzaga, 1847. Une compositrice et pianiste, la première femme chef d'orchestre du Brésil. Sa mère, femme métisse et pauvre. La naissance de Chiquinha fut un moment très difficile, en partie à cause du risque de son époux qui ne reconnaisse pas la paternité de sa fille. En effet, José Basilieu, militaire à la carrière prometteuse, originaire d'une famille aisée, a souffert de la pression de ses parents qui étaient contre son union avec Rose, sa maman. Malgré tous ces désaccords, il acceptait comme fille. La polka attraente, composition par le piano comme une improvisation au cours d'une réunion de choro dans la maison de Henrique Álvares Mesquita, de la répercussion, sa première composition imprimée, elle a décidé de se jeter dans les vaudevilles et l'a revue. Elle a fait ses débuts et a composé l'opérette. En 1911, son plus grand succès dans les théâtres, l'opérette Fort à Bordeaux, atteint 1500 présentations sans arrêt. Donc, la rencontre de l'artiste avec Naïr de Teffet, la première caricaturiste dans le monde, une femme bohème mais de famille noble, avec qui devient une grande amie. Chiquinha voyage à travers l'Europe en 1902 et 1910, devenant spécialement connue au Portugal, où elle a écrit des chansons pour divers auteurs. Peu après son retour en Europe, son amie Naïr de Teffet, épouse du président de la République, Hermès Rodrigues da Fonseca, devenant la première dame du Brésil. Chiquinha Gonzaga est invitée par Naïr de Teffet à quelques soirées dans les palais du Catete. Les palaces présidentiels, même contre
la volonté de la famille de Nahir l'a accepté. Chiquinha était déjà très célèbre, mais très critiqué par la société. En 1895, l'ouverture d'un opérette appelé Machiche Zinzinha, c'était une de ses premiers machiches. Ici, vous allez voir donc toutes les variations de la machiche, la danse. Donc, il y a eu un grand danseur en France qui a amené les machiches, c'était le duc. Il est arrivé en 1912 et toute la société de l'époque, dont les Vernon Cassol et Irène Cassol, ont pris des cours avec lui et ont écrit des livres de modernes danses machiches. Et ont voyagé dans toute l'Amérique, dans les bateaux, et ont transporté la danse. Donc, ici, vous connaissez bien, donc c'est la carioque de Fred Astaire. C'est pas du tout une machiche, mais Fred Astaire a demandé aux danseurs Quito, donc les danseurs que vous avez vus avant de danser la dernière machiche, d'utiliser les thèmes de la machiche. Et Quito est parti aux États-Unis pour lui apprendre quelques pas. Alors, il y a des spécialistes des claquettes dans la salle, ils pourraient me dire mieux comment c'est les pas, mais il paraît qu'il utilise des pas, donc de la technique des claquettes sur la musique machiche, de la machiche. C'est stylisé, hein, bien sûr, la machiche stylisée. Donc ici, c'est les temp steps. Donc, voici l'histoire de la machiche, des contredanses. Vous pouvez remarquer, la contredanse, elle était dans les bals, les fêtes populaires. Donc, je vais vous montrer un livre que j'ai trouvé dans les archives de ma grand-mère. C'est un livre qui parle des pas des contredanses, la pastorelle ou la chaîne, ou des mouvements de contredanse dans la fête de la Saint-Jean. Au Brésil, cette fête, elle est aussi importante que la fête du carnaval, parce que c'est une fête que fête la rentrée de l'été pour certains, pour d'autres, c'est une fête syncrétiste, donc qui fête la Saint-Jean, San Pedro. Et Saint-Jean, San Pedro et Saint-Antonio. Saint-Antonio le 13 juin. Et donc, cette fête, aujourd'hui au Brésil, dans la fête de la contredanse, on fait... c'est comme un vaudeville, en fait. Il y a quelqu'un qui amène la danse et tout le monde suit, comme vous avez pu constater dans les danses que j'ai présentées en début de séance. Et concernant la machiche, qui était aussi la danse du bal, elle a beaucoup changé également. Il y a eu beaucoup d'influence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle de la machiche, c'est la même chose pour la musique, je suppose. Ce n'est plus du tout la machiche, parce qu'il y a eu toutes ces transformations. Mais je pense qu'en tant que danseuse, c'est important de savoir d'où on prend nos sources et d'où on prend, avec qui on apprend aussi également. Qu'est-ce qu'on apprend? La transmission, elle est très importante. Donc la transmission,
en me concernant, j'ai entendu tout ça par ma famille, donc c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était danseuse également, des machiches, bien sûr. Et elle a vu toutes les interdictions, elle a vu les transformations de la machiche vers la samba. Il y a eu aussi une grande transformation musicale quand, dans la maison d'une dame qui s'appelle Siat, dans la Siat, à Rio, il y avait des réunions, des choros, des danseurs et des personnalités qui jouaient de la machiche. Donc tout ça, c'était très mélangé. Très mélangé. Et les noms, voici un grand artiste brésilien qui a traversé Grand Hôtel. Il était le partenaire de ma grand-mère. Lui, Grand Hôtel, il a traversé toutes les phases de la culture brésilienne et il était en tournée au sud du Brésil, il était dans les théâtres, il a connu toutes les générations des musiciens, c'est de la comédie musicale, brésilienne et du cinéma. C'est un grand acteur de cinéma brésilien. Vous pouvez regarder Macunaíma, hein, vous connaissez bien. C'est un magnifique film. Macunaíma, c'est un film qui est très connu. Et Grand Hôtel, il parle à ce moment-là avec des musiciens. Il pose la question, mais c'est quoi la transmission? Qu'est-ce qu'on peut tirer de la transmission? Et les musiciens de samba lui disent, bon, il est inévitable qu'il y ait du changement. Ça, c'est la nouvelle génération, il faut qu'elle apporte du changement. Mais il faut qu'on préserve, qu'on sache d'où et comment se font ces changements. Et c'est ça un petit peu mon travail, ce qui me passionne. Et j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec M. Plisson sur tous ces changements, tout ce qui nous... tout ce qui nous... Comment dire ça, nous enrichit. C'est pas trouver la vérité elle n'existe pas. La vérité, c'est qu'est-ce que c'est la machiche, qu'est-ce que c'est le London, qu'est-ce que c'est. Mais on peut regarder un petit peu comment chacun il s'exprimait par rapport à ça, par rapport à João Moritz, Rogentas, Després, qu'est-ce qu'il a vu. On va avoir des aperçus et des notions différentes, comme vous connaissez tous. Ici, donc, c'est un grand musicien brésilien, Martinho da Vila, passionné de musique française. D'ailleurs, il a beaucoup de disques en français, et il chante en français également. Alors, pour l'histoire, la musique brésilienne, on considère la naissance, après c'est une discussion, du samba, avec l'enregistrement en 1917 de Pelo Téléphone, l'enregistrement discographique donc. Oui, les téléphones, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'historiens ne savent pas vraiment le définir. Est-ce que c'est de la machiche? Parce qu'il faut voir que c'est une époque au Brésil aussi de transition politique. La politique, elle est importante aussi pour amener les renouveaux et voir comment on transforme. Parce que la machiche n'était pas bien vue, donc comment on va appeler la nouvelle machiche. La nouvelle machiche. Exactement. Voilà. On ne dit pas machiche nova, ça n'existe pas. Alors, sur les termes, c'est très intéressant parce que vous connaissez bien Borel, Mayol. Il a vu Duc à Paris danser et chanter, et il a pris c'était très à la mode à Paris, la danse brésilienne dans les salons. Duc, il a enseigné aux 5 Cité Pigalle, il a enseigné dans les Luna Park, il a créé son école de danse. Il y a eu des chercheurs qui ont écrit sur sa méthode, dont Duc, c'est grand danseur de machiche, mais lui, il dansait une machiche déjà stylisée, d'après les chercheurs. Et
Donc Borel, il voit cette musique et cette danse et il dit « Oh, ça c'est bien, ça non ?» Et il prend, donc il utilise la machiche, mais ce n'est pas du tout la même machiche que nous, on connaît. Mais c'est inspiré. Voilà, les inspirations, les changements, comment on amène les noms par rapport à qui, à quoi. Voilà Alors, vous avez vu qu'il y a un document qui c'est la bande militaire qui joue. Et la bande militaire, pour nous, la machiche elle a été interdite par Hermès da Fonseca. Et par la suite, les militaires, la bande militaire qui reprend les répertoires de cette musique qui était populaire. Donc, il faut voir aussi dans les traditions, quand ça passe, les danses, elles s'entrecroisent. Quand ça passe du salon à la cour, quand ça passe de la fête d'élite à la fête populaire, quand les transitions, elles se font, par rapport à qui, par rapport à quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Désiré, donc on a bravo. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Excusez-moi, alors ici, c'est un lieu très important pour moi. Donc, c'est là-bas, les bateaux qui amènent de Rio a Niterói, que c'est ma ville de naissance. O segredo da vitalidade do choro está na paixão. Donc, Paixão que une pessoas de diferentes regiões e classes sociais para celebrar uma música ao mesmo tempo histórica e aberta a novas influências. Este ano, a Barca do Choro levou alguns desses apaixonados ao Teatro Municipal de Niterói no Dia Nacional do Choro. Alors, elle explique qu'il y a la Journée nationale du choro, Pichinguinha, bien sûr, on ne peut pas oublier Pichinguinha. D'ailleurs, pour la danse, il a contribué. Voici des musiciens, Paulo Moura, Zé da Velha. Et Hamilton Amoureux. Bon, juste un mot, tu veux dire un mot, Oscar? Il y a aussi la Scuola Portatile, c'est-à-dire qu'il y a une série de jeunes musiciens de Choro, entre autres, qui ont... Là, vous voyez au milieu Hamilton de Holanda, tout jeune. À sa droite, il y a Rogério Sousa, à la 7 cordes, et à gauche, c'était Rodrigo Lessa au bandoline aussi. Et c'est vrai, elle a raison.